Ça, c'est quoi notre numéro? C'est quoi? Ça c'est pas seulement. Ça se vient toujours de lui. Ah, elle a compris. Oui. Elle a compris qu'il venait. On va faire comme mon associé. Au bel niveau, on était intelligent. Il y a tout voir. Ça doit être fait. Bonjour. Bonjour, Maxime. Bonjour. Maxime. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue au Code de fiscalité. Est-ce que vous essayez de recevoir vos instructions en anglais ou en français? Français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour indiquer les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. J'aimerais demander au public d'éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Je vais maintenant laisser au juge le soin de se présenter et ensuite vous pourrez débuter votre présentation. Bonjour, donc je m'appelle Marielle Girard, je suis responsable de dossier en certification chez Raymond Chabot Grant Thornton et je suis également candidate à l'exercice de la profession CPA. Bonjour, Olivier Levesque. Moi, je suis fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton et je travaille en fiscalité canadienne et américaine. Bonjour, Guillaume Ratet de chez Manette. Je suis CPA fiscaliste. Je travaille en réorganisation en Chabot d'entreprise. Bonjour, Éric Boissonneau, je suis associé chez Mallette en fiscalité. Je suis le directeur régional et provincial de la fiscalité chez Mallette. Alors, bienvenue, bonne chance et à vous l'honneur. Bonjour, M. Dallaire. Ça nous fait plaisir aujourd'hui d'être ici avec vous pour vous aider avec le mandat que vous avez confié. Alors, avant de débuter, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter mon équipe qui est ici avec moi aujourd'hui. Alors, Francis Forget, Maxime Dufresne et moi-même, Ariane Desmures.
Pour le plan de rencontre aujourd'hui, en fait, nous allons vous présenter la déclaration d'impôt pour votre société Winflow, ainsi que votre déclaration personnelle. On va également vous présenter le financement, le plan de financement d'études, pardonnez-moi, pour votre fils Jean-Gabriel. Puis on va terminer avec le plan de retraite que vous voulez pour les prochaines années qui s'en viennent, et on va terminer avec d'autres recommandations. Alors, dans le fond, avant de débuter, pour vous présenter la déclaration personnelle, on aimerait vous préciser que vous êtes considéré comme un résident canadien, malgré les va-et-vient que vous faites aux États-Unis, en fait, étant donné que vous avez beaucoup de liens avec le Canada, votre famille vit ici, votre maison également est ici, puis votre intention de séjour, en fait, votre travail est ici, alors vous êtes vraiment considéré comme un résident canadien. Puis, ça fait en fait que l'impact, c'est qu'on vous impose sur tous vos revenus mondiaux. Donc, au niveau de votre déclaration personnelle, on a inclus le salaire de Winflow de 200 000 $. Puis, pour les revenus de placement, en fait, on vous demanderait de nous fournir d'autres renseignements, en fait, pour qu'on puisse les ajouter à votre déclaration d'impôt. Pour l'avantage à l'actionnaire, en fait, c'est pour ce qui concerne l'avion. En fait, vous nous avez fait part des vols que vous avez faits pour des raisons personnelles. Donc, c'est 10 vols sur 40. Donc, ça fait en sorte que l'article 15.2 de la loi de l'impôt sur le revenu s'applique. Ça fait en sorte que c'est déductible, ce n'est pas déductible pour la société, puis c'est imposable pour vous. Donc ça fait que ça fait un ajout à votre revenu de 625 000 $. Donc pour les années futures, en fait, ce qu'on vous conseillerait, c'est de revoir, en fait, si vous voulez vraiment utiliser l'avion, mais si c'est pour des raisons professionnelles, il n'y a pas de problème. Sinon, ça serait de voir, par rapport au prix du billet d'avion de 3 200, est-ce que c'est préférable d'y aller avec ça, ou de prendre votre avion, étant donné l'avantage qui est inclus dans votre déclaration. Puis au niveau de l'impôt, dans le fond, on arrive à 319 216, moins les crédits d'impôt, en fait. Dans le fond, pour les frais médicaux, on vous avez fait part que votre femme avait des problèmes de santé, donc on aimerait avoir les factures, en fait, si vous avez eu des soins médicaux à payer. Donc ça vous donnerait droit à un crédit, en fait, pour ça. Puis, dans le fond, le crédit pour conjoint, on l'a considéré que votre femme ne travaillait pas étant donné sa situation, mais si jamais c'est incorrect, vous pourriez nous faire parvenir les documents. Puis, dans le fond, ça nous amène un impôt à payer 263 000 $ environ. Par contre, nous avons prévu un plan fait pour que vous puissiez rembourser ce montant en fait, qui pourrait peut-être disparaître imposant, mais mes collègues vont vous expliquer plus tard. Concernant la vente de la résidence de la Floride, vous aviez dit que la valeur approximative de la Floride serait environ 4,2 millions. Et on a vu dans vos états financiers personnels que la valeur de l'immeuble serait environ de 300 000. Parce que comme donnée, il faudrait vérifier pour s'assurer que ce soit bien et bien la bonne donnée afin de calculer le bon gain en capital. On a comparé avec votre résidence à Roberval pour savoir si c'était préférable de prendre l'exonération sur la résidence de la Floride ou c'était mieux de la garder pour la résidence de Roberval. Fait qu'ici, avec une détention de 8 ans, on arrive avec un gain en capital de 1 250 000, ce qui donne un gain en capital annuel de 156 000. Comme on peut voir avec la résidence de Roberval, vous dites qu'un de vos voisins a vendu une maison qui était similaire à la vôtre pour 1,3 million. Ici, après son étude, on a vu qu'il y avait un PBR qui était de 950 000. Cependant, l'aménagement pour le terrain et la piscine creusée que vous aviez capitalisée n'est pas inclus au niveau fiscal, ce qui rapporte le PBR à 750 000, ce qui donne un gain en capital de 600 000. Mais comme vous avez détenu la maison pendant 33 années, ça rapporte le gain en capital annuel à 18 000 $. Fait qu'ici, on est préférable de déclarer la résidence de la Floride comme la résidence principale en remplissant les formulaires T2081 au fédéral et le TP 274 au provincial. Fait qu'ici, c'est comme ça qu'on dit qu'on va pouvoir mettre l'exonération principale sur la résidence de Miami Beach. Cependant, l'exonération va pouvoir être possible aussi sur la vente de la résidence de Roberval dans les années futures. Il y a seulement 7 ans qui vont devoir être retranchés. Fait que ce qui va dire que 26 ans sur 33, si vous disposiez demain matin de votre résidence de Roberval, va pouvoir avoir une exonération, ce qui va réduire l'impôt à payer. Ce ne sera pas totalement nul, mais il va être pas mal plus faible que s'il n'y en avait pas eu d'exonération. Parfait. Donc, concernant ici l'impôt américain, c'est sûr que vous avez une demeure à Miami. Vous avez acheté dernièrement 9% des actions d'une compagnie de Formule 1. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir peut-être des lois fiscales américaines qu'on pourrait vous référer à notre équipe de fiscalité américaine au cabinet ici. Il y a aussi un gain en capital latent, c'est ça, de mettre une forme de plan de retraite justement du côté américain aussi avec nos spécialistes. Et puis, pour le gain de Miami Beach, là, c'est sûr qu'il y a des impôts qu'on va devoir traiter aussi au niveau américain. Donc, en ce qui concerne la déclaration d'impôt de votre société Winflow Inc. pour 2017, donc notre équipe a parti du bénéfice comptable avant impôt
de 56 935 $. Donc, comme Ariane vous a expliqué plus tôt ici, l'avantage imposable à l'actionnaire devra être enlevé. Il ne sera pas déductible dans votre déclaration fiscale de la compagnie. Cependant, vous aviez déduit des frais de recherche et développement. Ça, c'est qui ont droit au crédit d'impôt à l'investissement pour la recherche et développement au Canada. Donc, je les ai traités un peu plus loin dans la déclaration, mais ça ne sera pas dans cette section-ci. Vous aviez aussi un amortissement comptable de 3 millions et un amortissement fiscal qu'on n'a pas pu calculer dans le fond, si vous n'avez pas fourni le solde des FNAC de tous vos biens amortissables. Donc, on l'a jugé équivalent, mais nous avons constaté que vous aviez des brevets que vous amortissiez pas, qu'on pourrait inclure dans la catégorie 44 et d'autres équipements, dans le fond, qui pourraient profiter de taux d'amortissement dégressif avantageux. Donc, si vous pourriez nous fournir ces éléments-là, c'est sûr qu'on pourrait faire baisser la facture d'impôt pour votre société. Donc, ça vous donne un revenu d'entreprise de 67 millions. Donc, concernant l'impôt à payer, donc, nous avons pris les premiers 500 000 $ que nous avons enlevé la déduction accordée aux petites entreprises de 17,5 %. Nous avons aussi appliqué la déduction d'impôt général. Et en ce qui concerne le crédit d'impôt à l'investissement, les compagnies canadiennes ont le droit, dans le fond, à 35 %. Cependant, votre revenu de l'année dernière était supérieur de 3 millions. C'est donc dire que la limite des dépenses, qui est le moindre de 10 fois 300 000 ou le revenu des autres compagnies associées était largement dépassé. Seulement la tranche de 15 % était applicable, mais on a quand même 1 444 000 ici là, qui est déduit de votre facture d'impôt. Donc, ça me donne un total d'impôt de la partie 1 de 8 614 000 $. Donc, par la suite, ça c'est l'impôt de la partie 1. Et puis, vous aviez, comme on va vous parler plus loin, vous avez des questions concernant votre... dans le fond, c'est ça, l'étude de votre fils Jean-Gabriel ainsi que votre plan de retraite. Donc, vous aviez beaucoup de placements à l'intérieur de la société Winflow, je pense un total de 6,5 millions. Et puis, vous aviez des actions de catégorie B, je crois, qui étaient rachetables et dont le montant du capital versé était égal au montant du PPR et au montant disponible au rachat de 5 millions. Donc, on a décidé de procéder à la liquidation de ces actions-là, mais c'est aussi pour assurer de protéger vos actifs puisque tous ces placements-là étaient détenus dans votre société opérante. En cas de poursuite ou autre, vous auriez pu avoir des problèmes notamment avec vos créanciers ou poursuivants. Donc, c'est vraiment un moyen de protection de vos placements, mais c'est aussi, on a remarqué que lors du gel effectué l'an passé, là, les actions qui étaient participantes étaient maintenant dans les mains de la fiducie familiale. Donc, c'est eux qui ont la plus-value sur la société. Et si plus tard, les enfants disposeraient de ces actions-là et ils voudraient utiliser leur exonération pour gain en capital, ces montants-là ne permettaient pas d'atteindre le 90 %. C'est sûr que la règle du 90 % est seulement pour la dernière journée pour se qualifier de SEPE, mais surtout pour la protection d'actifs, on a liquidé les placements, mais c'est aussi que vous aviez un capital versé de 5 millions, donc c'était disponible de sortir immédiatement sans impact fiscal. Donc, dans la société, ce que ça fait en liquidant ces placements-là, ça vous fait une perte en capital de 25 225 et une perte en capital déductible, 25 millions, pardonnez-moi, de 12 millions. Donc, puisque vous n'aviez aucun autre revenu de placement total pour cette année, il va pouvoir être reporté dans les années, dans les 3 dernières années ou dans les années futures. Je sais qu'il vous reste un placement dans JKL, avec un gain en capital quand même imposant latent. Donc, ça pourrait se servir lorsque vous le liquidez pour amortir la facture fiscale. Donc, ici, on voit le détail là, des liquidités apportées par le rachat des actions préférentielles de la catégorie C. J'ai mentionné B tantôt, pardonnez-moi, mais c'est vraiment la catégorie C duquel le capital versé était de 5 millions. Donc, ici, c'est la société SKX. Et il en reste dans la société, vous en aviez pour une valeur de 835 000 $. Sauf que si on liquidait le placement au complet, là, ça vous faisait 500 500 000, donc vous auriez eu à vous imposer sur 500 000. Donc, on a gardé une certaine partie des actions à l'intérieur de la société, donc pour que ça soit sorti là, totalement sans impact fiscal. Par la suite, vous aviez un montant un compte de capital, ce compte de gain en capital dans la société pour les gains en capital effectués auparavant. Donc, ce montant-là est de 50 000 $. Et
puisque là, vous allez réaliser une perte en capital là, de 12 000 prochainement. On vous conseille de vider le CDC de votre société avant d'effectuer la perte en capital, parce que le CDC, dans le fond, va être diminué du montant de cette perte. Donc, ça serait important de vous verser ça. Puis ce qu'on vous conseille aussi, ça serait de vous verser 70% de ce montant-là, parce que les autorités fiscales doivent tout le temps approuver un versement du CDC. Il faut remplir un formulaire particulier. Donc, pour ne pas avoir de problème, il peut y avoir des pénalités, des intérêts si vous versez un dividende en capital non imposable qui est excédent au montant que la RC décide. Donc, vous pouvez verser seulement 70%, puis lorsqu'il approuve le calcul, dans le fond, là, on pourra verser le reste et par la suite liquider les placements. Par la suite, l'an dernier, vous aviez mentionné que vous aviez refusé le dividende sur les actions privilégiées qui n'était pas possible pour le verser aux actionnaires, les actionnaires ordinaires. J'imagine que vous vouliez faire ça, que les actions ordinaires étaient dans la fiducie, mais comme Francis va vous expliquer là, dans quelques temps, la fiducie, dans le fond, selon la façon dont elle a été constituée, les intérêts et autres revenus ne pouvaient être attribués qu'à aucune autre personne sauf vous. Sauf peut-être contacter la RC là, pour vraiment que le dividende soit appliqué sur les actions préférentielles et non sur les actions ordinaires. Et puis par le fait même, vous aviez un montant de CRTG de 850 000 qui est du dividende déterminé. Donc ça, c'est plus avantageux dans votre déclaration fiscale. Le taux là, marginal, maximal combiné des deux instances doit être environ 39%, je crois. Donc c'est beaucoup mieux qu'un dividende autre que déterminé. Et j'imagine que le choix n'a pas été fait. Vous n'avez pas rempli les formulaires à cet avis-là. Donc ça serait important là, ici d'y aller. Peut-être une déclaration amendée ou d'utiliser le solde de SRTG définitivement dans l'avenir pour avoir un impôt à payer moindre. Finalement, vous avez un IMR crédit de 800 000 aussi avec la société. Donc ça, c'est vraiment de l'argent qui dort dans les coffres du gouvernement. Donc, surtout en versant des CRTG, ça va être doublement payant puisque 38,33% des dividendes que vous allez vous verser vont être obtenus et vont revenir renflouer dans la caisse de votre société. Vous avez parlé également que votre fils désirait participer en fait activement dans l'entreprise et vous nous avez parlé d'un salaire que vous vouliez verser de 165 000 Par contre, présentement, avec les règles fiscales, quand un salaire est considéré non raisonnable, comme c'est le cas ici, étant donné que votre fils va sortir de l'université, va être stagiaire, comparé au salaire que vous avez, par exemple, de 200 000 ce serait non raisonnable, donc double imposition, non déductible pour la société et imposable pour votre fils. Puis, dans le fond, au niveau, avec la nouvelle réforme Morneau, en fait, c'est que maintenant, la partie raisonnable va pouvoir être déduite sans problème, puis l'excédent va être imposé au taux marginal de 53,31 %. Dans le fond, pour déterminer ce qui est raisonnable, en fait, c'est qu'ils vont prendre en fait une personne qui a les mêmes tâches, qui est équivalente en fait au travail que votre fils fait, puis il va déterminer son salaire, puis c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déterminer la limite du raisonnable. Ce qu'Ariel voulait mentionner, c'est ça, c'est dans le fond, c'est que ça va être déductible, mais vous allez encore avoir les taux progressifs, et c'est seulement la partie qui est excédentaire là, qui va être au taux marginal à ce moment-là. Concernant le financement des études de Jean-Gabriel, j'ai proposé l'option 1 d'utiliser la fiducie actuelle pour financer ses études, qui c'est de 200 000 par année pendant 4 ans, dès l'année prochaine. Cependant, ici, avec la fiducie actuellement, ça ne sera pas une chose possible, parce que si on regarde l'acte de fiducie, c'est mentionné que les enfants ne peuvent pas recevoir d'argent avant 23 ans. Et comme Jean-Gabriel a actuellement 17 ans, ce qu'il apporterait à 22 ans lors de ses études, c'est qu'il ne pourra pas recevoir d'argent concernant l'utilisation de la fiducie pour ses études. C'est une option qui ne serait pas possible. L'option 2 que nous aviez suggérée, c'était de disposer vos placements à 1 $ pour Jean-Gabriel, que lui puisse par la suite les revendre pour encaisser l'argent pour pouvoir financer ses études. Cependant, ici, ça va être une option très avantageuse puisqu'il va y avoir une double imposition, puisque vous allez monsieur, vous allez être réputé disposer à la juste valeur, alors il va avoir un impôt à payer immédiatement, et votre fils Jean-Gabriel va avoir un prix de base rajusté de 1 $. Ce qui crée une double imposition, ce qui est très désavantageux ici. Si vous voudriez vraiment avoir cette option-là envisageable, il faudrait déclarer comme un don. Ce qui s'y ferait par la suite, qui enlèverait la double imposition. Mais cependant, ici, c'est l'option qu'on juge un petit peu moins avantageuse, puisqu'ici, encore une relation qui est liée au risque de fluctuation de vos actions, puisqu'il ne faudrait pas que Jean-Gabriel dispose immédiatement du même montant, puisqu'il serait imposé au taux de marginal de 53 %. Il faudrait qu'il le fasse graduellement, mais il y aurait le risque de fluctuation ici.
Et comme ici, il faudrait que les placements soient faits l'année prochaine, parce que Jean-Gabriel, présentement, est mineur, il y aurait une règle de réattribution qui serait apposée seulement l'année prochaine, quand il aurait 18 ans, que là, on pourrait faire fonctionner de cette façon-ci. Alors, on vous conseille l'option 3, qui, ici, comme mon collègue vous a mentionné tantôt, on a disposé des placements de la société. On a pu sortir 5 millions de la société libre d'impôts. Ici, comme Jean-Gabriel a besoin de 200 000 pendant 4 ans pour financer ses études, on lui conseille de le mettre dans un certificat de placement garanti dans un compte de fidéicommis qui pourrait être géré par un fiscaliste de notre cabinet, Lévesque et Girard. Ici, en ayant un CPG rachetable par année à chaque année, ça pourrait faire la sorte qu'on pourrait sortir le 200 000 que Jean-Gabriel avait besoin pour financer ses études. Également, pour le plan de retraite, puisqu'il reste que tantôt, on a sorti 5 millions de dollars et on en a mis 800 000 pour les études de Jean-Gabriel. Il vous reste 4,2 millions de dollars. Comme vous aviez dit que vous approchez prochainement de la retraite, on a conseillé bon de sortir les placements pour pas que vous étiez présentement 99% en action, ce qui est quand même très risqué concernant que la retraite approche prochainement et que vous ne voulez pas avoir des grosses pertes. On a dit que vous aviez un montant de 320 000 à payer en impôts. Ici, avec les 4,2 millions, on pourrait certainement payer les impôts immédiatement. Ensuite de ça, qu'est-ce qui pourrait être avantageux? Les CELI, arrière de vous et de madame, s'il y a des cotisations qui sont disponibles, ça serait de les remplir immédiatement le plus possible pour bénéficier des déductions qui seraient en lien avec l'arrière. Et pour le CELI, il n'y aurait pas d'avantage lors du retrait par la suite. Ensuite de ça, on a vu que vous aviez une hypothèque sur votre résidence de la Floride. Ça pourrait être une option de la payer immédiatement ici, ou par la suite, ça serait un choix ici qui pourrait être fait. Sinon, on pourrait avoir la création d'une GESCO, qui serait important de faire le plus rapidement possible avant le dépôt du budget fiscal de 2018, puisque la réforme Morneau va imposer que le prochain budget, quand il va y avoir des revenus passifs de plus de 50 000 ils vont être imposés au plus gros taux marginal. Cependant, il va y avoir une règle que ceux qui ont fait les placements avant que la règle tombe, ça va être qu'ils vont pouvoir garder leurs droits, qu'ils n'auront pas cette règle qui va s'appliquer à eux. Fait que ça serait bien de procéder rapidement pour qu'on puisse éviter cette règle fiscale. Donc, exactement comme la clause grand-père que Francis parlait, c'est que le plus rapidement possible que vous allez mettre en place cette société de gestion de portefeuille-là, vous allez éviter de vous appliquer que le remboursement de l'IMRTD ne s'applique pas à vos revenus passifs que vous allez effectuer, qui constitue un peu le bas de laine pour votre retraite, si on veut. Et puis, peut-être un autre petit impact qu'on avait vu dans votre société, c'est qu'il y avait eu la liquidation d'une filiale que vous déteniez là, à 100% l'année dernière. Et puis, il y avait eu là, un dividende de 500 000 je crois, qui avait été versé. Donc, on croit qu'il y a eu une présomption de gain en capital là, sur cette transaction-là, puis que c'est une filiale dans laquelle vous détenez à 100%, l'article 88 qui s'applique. Donc, ça n'a pas été un solde de CRTG, un versement de dividende intersociété, mais bien un gain en capital que vous auriez dû ajouter dans votre revenu de placement total. Et puis, là, avec la liquidation des placements qu'on a fait, là, vous aviez une perte en capital qui va pouvoir être appliquée contre ça, mais ça serait important de communiquer avec l'ARC justement pour ne pas faire une déclaration amendée ou juste simplement de divulguer votre erreur et utiliser les pertes en capital qui ont été réalisées cette année pour corriger cette erreur-là. Et puis, donc pour le plan d'études de Gabriel à Harvard, comme mon collègue a mentionné, 200 000 par année en fidéicommis. Pour votre retraite, faire attention à l'allocation de vos placements dans la GESCO et de faire ça le plus rapidement possible. Et ce qu'on devrait faire là, tout de suite à la fin de la rencontre, c'est de procéder au papier pour le CDC avant de liquider les placements. Puis le 31 décembre approche bientôt. Je fais du pouce. Vous m'avez parlé du CDC. Ouais. Seulement 50 000? Vous aviez 50 000 de disponibles, oui. Mais par exemple, là, si vous avez fait comme le gain, la présomption de gain en capital, je n'ai pas calculé, là, nous n'avons pas calculé le montant, mais il y a une partie qui va s'ajouter à ça. Et puis, vous mentionnez que vous aviez besoin de liquidité supplémentaire, donc ça va peut-être gonfler le stock de 50 000 si on veut. Vous allez pouvoir récupérer les impôts. Merci. Vous avez parlé d'impôts américains, qu'on allait devoir payer de l'impôt américain. Là, je veux juste être sûre, si ça me stresse un peu, il va falloir payer à la fois de l'impôt américain et à la fois de l'impôt canadien. Donc, je paye double d'impôts pour le gain en capital là, de la résidence à Miami Beach. Vous m'avez parlé des actions dans Haas, tout ça. OK. Concernant le double d'impôt, il y a deux facteurs. Premièrement, là, votre résidence. La résidence à Miami Beach, au Canada, vous ne payez pas d'impôt. Vous avez l'exonération
l'exonération là, sur résidence principale. Puis c'est sûr qu'il y a une convention fiscale là, qui existe avec les États-Unis. L'impôt payé aux États-Unis va être déductible aussi au Canada, peut-être vice-versa. Donc, ça serait justement de faire appel à nos fiscalistes américains ici. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter de la double imposition, ça ne sera pas le cas. Et pour la même chose aussi pour le gain en capital, peut-être à vos enfants ou petits-enfants dans le futur aussi, si eux disposent du placement de HAAS, là, donc il n'y aura pas de double imposition ici non plus. Donc, de mettre une structure en place pour ça, mais la convention fiscale de base veut éviter la double imposition. OK, merci. Mon garçon Albert, ça va coûter cher. Là. Comment ça va marcher, cette histoire-là? Je vais y envoyer de l'argent, mais c'est qui se passe après? On a-tu droit à quelque chose? On a peux-tu crédit d'impôt ou quelque chose? Son logement, son épicerie, les frais de scolarité? C'est sûr qu'il va y avoir un crédit d'impôt qui va pouvoir être utilisé pour les frais scolaires, les frais de scolarité que Jean-Gabriel va avoir payé. Avant 2017, il y avait les 2 crédits qui étaient pour le crédit pour études et le crédit pour manuel qui ont été abolis, ce qui va faire qu'on ne pourra plus autant réduire comme par avant, qu'on pouvait inclure dans la déclaration afin de réduire l'impact fiscal. Frais de scolarité, tu veux de logement? Peux-tu avoir droit à quelque chose? Logement, nourriture? Non, ça va être seulement les frais de scolarité en fait, qui vont être déductibles étant donné l'abolition des crédits d'impôt non plus séparés. Là, vous m'apprenez que ma fiducie, elle me sert à rien à court terme au niveau du fractionnement avec mes enfants. Mais dans le fond, puis j'avais rien compris quand je l'ai mis en place aussi, c'est ça que je vous mentionnais. Mais dans le fond, avec la réforme actuelle, ou même pas une réforme mono, est-ce que vous me conseillez d'en faire une autre? Ça vaut-tu la peine? Faut que je m'embarque là-dedans? Ou... Bien, présentement, vous avez conseillé de faire une GESCO actuellement pour votre argent supplémentaire que vous avez. C'est sûr que la fiducie qui a été mise en place, c'est plus quand vous allez décéder, c'est plus une planification testamentaire qui aurait été très utile la fiducie. Mais actuellement, ça va être une GESCO qui pourrait être avantageux à instaurer. Avec la GESCO, je pourrais fractionner aux revenus? Vos enfants sont quand même en bas âge. Là. Votre enfant le plus vieux a 17 ans, donc il va avoir une règle de réattribution. Il n'y aura pas vraiment de fractionnement de revenus qui va pouvoir se faire. Mais comme vous avez une compagnie justement qui s'occupe de tous des services rendus aux avions dans les aéroports, tout ça, c'est évident que si vos enfants font des petites tâches là, de justement nettoyage, entretien des avions, tout ça, il est possible d'utiliser leur crédit de base personnelle dans cette société même-là et de leur verser un salaire résidence qui serait quand même, avec vos 3 enfants, 39 000 $ qui serait possible d'épargner sans impôt. Mais au niveau de la fiducie, c'est vraiment testamentaire, puis la GESCO, ça ne sera pas possible de avant qu'il ait 18 ans. J'ai accroché le tantôt. Vous avez parlé fiducie. Vous avez dit je peux pas verser de l'argent parce qu'il n'y a pas 23 ans. C'est nouveau. C'est dans l'acte de fiducie qui a été fait. L'acte de fiducie a vraiment été constitué que quand on a fait l'acte de fiducie, qu'il n'y avait aucun argent qui pouvait être versé à 23 ans. C'était le 1 tiers à 23 ans, je ne me trompe pas, 1 tiers à 21 ans, 1 tiers à 27 ans. C'est l'acte de fiducie qui est fait comme ça. L'acte de fiducie ne peut jamais être modifié. Fait que vu que l'acte de fiducie est fait comme ça, on doit la respecter. OK. Puis dernière, pour moi, dans votre conciliation comptable fiscale, vous avez mis un point d'interrogation à assurance. Oui, dans le fond, c'est qu'on n'avait pas les répartitions d'assurance. Ici, c'était de l'assurance de vie personnelle. Il y a beaucoup d'actionnaires dirigeants qui mettent de l'assurance vie personnelle, mais c'est déductible seulement si la banque et la personne à qui pas la prime, mais le montant d'assurance va être versé. Donc, on ne savait pas si c'était le cas, donc peut-être que ça ne sera pas déductible. On ne voulait pas avoir des problèmes avec l'RC à ce niveau-là, mais si c'est le cas, ça va être déductible. Et puis, toutes les autres assurances qui sont pour votre hangar, vos avions, ça, c'est tout déductible dans la société. C'est tout. C'est bon? Merci beaucoup.